Merci d'être avec nous sur Médian TV Afrique et bienvenue dans Talk Afrique Presse. Au menu de ce nouveau numéro, la lutte contre le terrorisme, notamment dans la zone sahélienne, les pays du G5 Sahel, composés du Mali, du Burkina Faso, du Niger, du Tchad et de la Mauritanie, ont tout récemment lancé une deuxième opération antiterroriste baptisée Pagnali. C'était le 15 janvier dernier à l'issue d'une réunion ministérielle à Paris, en France. La région du Mopti, pendant ce temps au Mali, et où est basé le commandement du G5 Sahel, est toujours confronté à une insécurité grandissante. Le G5 Sahel, justement, peut-il venir à bout du terrorisme dans la région? Cette force multinationale a-t-elle les moyens de lutter efficacement et durablement contre ce phénomène dans la bande sahélienne? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Dr Bakary Samb. Il est auteur de Islam et Diplomatie, la politique africaine du Maroc, également fondateur de l'Observatoire des radicalismes et conflits en Afrique. Merci Bakary Samb d'avoir accepté notre invitation. Merci pour cette invitation qui fait toujours plaisir de discuter de sujets importants pour le continent sur cette grande chaîne Médian. Avec nous également sur ce plateau, Madiambal Diagne, éditorialiste, administrateur du groupe Avenir Communication, mais également le président de l'Union internationale de la presse francophone. Merci Madiambal Diagne d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Avant d'aller dans le vif du sujet d'actualité, nous allons d'abord revenir sur la dernière réunion du G5 Sahel avec le ministre français de la Défense et les chefs d'état-major des pays du G5. C'était le 15 janvier dernier à Paris, en France. C'est un récit de Awa Diop. Un financement toujours pas entièrement bouclé. Il est estimé à 250 millions d'euros pour ses débuts et à 400 millions à plein exercice au printemps 2018 selon Paris. Même si les 250 millions d'euros nécessaires au lancement de la force ont été largement réunis, l'Union européenne a promis 50 millions d'euros, la France 8 millions, chacun des 5 pays fondateurs 10 millions et l'Arabie Saoudite 100 millions. Les États-Unis ont promis aux 5 pays membres de la force une aide bilatérale de 60 millions de dollars. Mais les vrais défis de cette nouvelle force sont visiblement de nature opérationnelle. L'une des priorités est d'améliorer la coordination des efforts entre des armées de pays pauvres aux niveaux extrêmement disparates pour qu'elles parviennent à défendre ensemble leurs frontières. Face à la dégradation de la situation sécuritaire aux confins du Mali, du Burkina Faso et du Niger, il s'agit désormais d'accélérer la montée en puissance de cette force multinationale qui doit atteindre 5 000 hommes d'ici mi-2018. Autre pari pour les partenaires du G5 Sahel, équiper les troupes de la force conjointe en évitant une dispersion des types de matériel fournis. La réunion de lundi dernier a également permis aux partenaires de s'accorder sur une feuille de route commune destinée à accélérer l'opérationnalisation de la force multinationale. À noter que le coup d'accélérateur annoncé pour la force conjointe du G5 Sahel intervient alors que les terroristes basés dans la région, leur nombre évalué entre 500 et 800, ont promis de faire barrage à ces efforts antiterroristes. Le récit de Awa Diop, avant de venir sur l'épineuse question du financement, nous allons d'abord parler du Niger, du Burkina Faso, du Tchad, de la Mauritanie et du Niger, des pays du G5 qui ont donc senti la nécessité face au terrorisme d'adopter une stratégie commune pour combattre le terrorisme dans le Sahel. Alors, Bakary Samb, est-ce à dire que le terrorisme ou la géographie du terrorisme a changé? Oui, il y a une reconfiguration géopolitique, je ne reviendrai pas sur les détails depuis la crise libyenne, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une autre perception du phénomène. Avant, le terrorisme était vu par les peuples de la région et par nos États comme étant un phénomène lointain. Maintenant, malheureusement, c'est un phénomène qu'on vit au quotidien sur le continent, de différentes manières, avec tous ces pays du G5 Sahel qui sont de différentes typologies. Des pays qui sont sous pression comme le Niger, la Mauritanie également, des pays qui ont été déjà largement atteints par le phénomène comme le Mali et tant d'autres, et puis le Tchad qui a eu l'expérience de combattre dans ces zones-là, sans oublier aussi le Burkina Faso, qui, il y a seulement 2 ans, faisait partie des pays qui offraient encore la possibilité d'une approche prospective. Eh bien, les attentats de Ouagadougou ont signé la fin des exceptions en Afrique de l'Ouest, donc nous sommes en plein dedans, et qu'il y a cette mutation-là dans l'approche du phénomène et dans sa perception au niveau des populations, mais aussi au niveau des pouvoirs publics. Alors, Madiambal Diagne,
l'évolution, ou si vous voulez, le phénomène s'étend de plus en plus dans la région. Comment expliquez-vous l'évolution observée de ce phénomène dans la région? Oui, il faut dire que les mouliers terroristes se renforcent d'année en année, et je crois que le contexte d'insécurité qui prévaut dans la région du Sahel est là pour l'attester. Mais on observe aussi que ces gens-là ne se cantonnent pas dans une seule zone. Ils sont en train de se disperser un peu partout, de faire des attaques sporadiques dans différents pays ou bien dans des zones où ils sont peut-être pas, où ils étaient les moins attendus, comme par exemple l'attaque de Grand Bassam par exemple, comme l'attaque de Ouagadougou, comme l'a rappelé le professeur Samb, entre autres actions terroristes. Donc ça montre simplement aujourd'hui qu'il y a une stratégie globale de lutte contre le terrorisme, une stratégie concertée, une unité d'action conçue par le G5 en soutien, soutenu par des pays importants, notamment la France, qui doivent intervenir et qui ciblent une zone précise d'intervention. Je pense que déjà, ils vont commencer par le centre du Mali, d'après les informations que nous avons eues, dans la zone de Mopti, pour expurger cette zone-là des milliers de djihadistes. Mais est-ce que les milliers de djihadistes sont seulement dans cette zone-là? Je ne le pense pas. Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas aussi avoir des groupes d'intervention rapides, des unités opérationnels qui peuvent être projetés dans des zones d'intervention plus ou moins disparates? Je crois que les stratégies militaires qui ont mis en place le G5, on lui réfléchit sur ces questions-là, mais ce n'est pas un combat gagné d'avance, c'est un combat contre des gens qui sont plus ou moins insaisissables, c'est des gens aussi qui vont essayer d'adapter leur stratégie en fonction de la riposte qui leur sera apportée. Et je crois que c'est un travail de longue haleine, c'est une guerre, je ne dis pas des 100 ans, mais c'est une longue guerre dure et qu'il faudra certainement mener. On ne peut pas faire l'économie d'une guerre contre le terrorisme. Alors, Bakary Samb, le G5 Sahel, pour lutter contre ce phénomène dans la région, comme l'a rappelé tantôt Madiambal Diagne, qui peinait à boucler le financement. Aujourd'hui, est-ce que cette force multinationale peut venir à bout de ce phénomène? Il leur faudra beaucoup d'adaptation. Comme on le constate, les groupes terroristes eux-mêmes s'adaptent aux ripostes que les pays sont en train de développer. Et je crois qu'il faudra un travail d'entraînement, mais aussi un travail d'une forme de culture militaire. Est-ce que ces forces-là ont l'habitude de travailler ensemble? On sait que maintenant on peut poursuivre un terroriste au-delà des frontières. Est-ce que les populations locales sont préparées à cela? Quand vous allez dans les zones reculées du Burkina Faso, comme dans la province de Loudalan, vers Oursi et dans d'autres zones, on voit qu'il y a une certaine difficulté à faire opérationnaliser cette force-là. Maintenant, comme je le dis, l'approche pose un certain nombre de problèmes. Je pense qu'on ne doit pas seulement se focaliser sur le militaire. Le Mali vient d'adopter sa stratégie nationale de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent le 13 décembre dernier, mais on a pensé à des piliers importants que sont la prévention, la protection. Et comme je le dis, ce n'est pas le militaire seulement qui arrivera à bout du terrorisme. On n'a jamais... Oui, vous savez, les Américains sont restés plus de 15 ans en Afghanistan. Il y a encore des talibans. Les Français sont intervenus au nord du Mali. Il y a encore des djihadistes. Et même le front s'est étendu au centre du Mali avec le front de libération du Massina. Et les frontières maliennes sont du coup devenues un problème pour tous ces pays voisins. Grand Bassam, Ouagadougou et d'autres pays qui sont voisins à ce pays-là. Je pense qu'il faudrait une bonne dose d'intervention, parce qu'il le faut, il y a l'urgence, mais aussi penser à la prévention. Comme je le dis très souvent, une Kalachnikov n'a jamais tué une idéologie. Alors, Madiambal, la multiplication surtout de ces groupes terroristes dans cette région, Bakary Samb l'a dit tantôt, est-ce qu'aujourd'hui elle va faciliter la tâche surtout au groupe G5 Sahel? Non, du tout. La tâche ne saurait être facile pour le G5 Sahel. Le G5 Sahel a besoin du concours de tout le monde. Le G5 Sahel a besoin aussi d'élaborer les stratégies les plus affinées. Mais il faut aussi dire que le G5 Sahel a besoin aussi de la professionnalisation des équipes ou des unités qui interviendront sur le terrain. Je crois que... Cette question a déjà été prise en compte avec... certainement par les stratégies militaires et certainement par les politiques qui ont été à la base de cela. Mais on n'est jamais trop prévenant. Il faut dire qu'aujourd'hui, l'objectif en effectif est fixé à 5000 hommes. On doit pouvoir se poser des questions par rapport à la capacité des pays du G5 Sahel à mobiliser autant d'hommes à projeter sur un même terrain d'opération. C'est une question qu'il faut se poser. Est-ce que ces troupes-là sont aussi opérationnelles qu'on voudrait nous le faire croire? Est-ce que ces troupes-là seront aussi bien équipées pour faire face à l'équipement? Je veux dire, l'équipement, ce n'est pas seulement l'armement lourd. C'est possible d'être les moyens de projeter des troupes sur le sol de façon rapide, de façon efficace. Mais aussi, je crois qu'il faut
un travail de préparation qui certainement n'a pas été occulté, mais aussi le fait qu'on ait mis en avant la question du financement de cette opération m'a rendu sceptique. À un moment, on s'est demandé, est-ce que ce n'est pas seulement les contributions financières qui président la mise en place ou l'efficacité du G5 Sahel. C'est peut-être pas, l'argent est certainement nécessaire, c'est l'ère de la guerre comme on dit, mais je pense que au-delà de l'argent, en plus de l'argent, il faudra peut-être d'autres ressources, d'autres paramètres qu'il faut mettre en avant. Vous parlez d'autres ressources, d'autres paramètres, vous faites allusion exactement à quels paramètres, quelles ressources? Mais je parlais de la professionnalisation des troupes, de la disponibilité des troupes, de la coopération et de la collaboration qu'il peut y avoir dans les troupes, mais aussi dans le commandement des troupes. On a vu des choix opérationnels de commandement qui ont été ravagés dans certains conflits à travers le monde. Est-ce que tout cela a été pris en compte? Est-ce que la France qui ne se permet de donner un chèque ou l'Arabie Saoudite qui se peut donner un chèque, quelle est la motivation de l'Arabie Saoudite derrière le chèque de 100 millions de dollars qu'il donne? Quelle est la motivation de la France? Ou bien est-ce qu'on n'est pas en train aujourd'hui, disons, d'utiliser ces forces du G5 Sahel certainement à cantonner le conflit sur le sol africain, sur la zone ciblée? Mais je veux dire simplement qu'il ne faudrait pas qu'on se dise que la création du G5 Sahel constitue une panacée qui va régler les problèmes. Parce que aussi, il ne faut pas occulter le fait aussi que cette création du G5 Sahel s'est faite dans un contexte plus ou moins, disons, de tension ou de divergence diplomatique entre les pays qui sont dans le Sahel et qui sont en dehors du Sahel théoriquement, mais qui ont aussi leur place à jouer dans ce combat-là. La porosité de nos frontières, l'imbrication des populations les unes les autres de part et d'autre d'une frontière, font, par exemple, que s'il n'y a pas une coopération efficace, quelqu'un peut être pourchassé au Mali et trouver refuge au Sénégal, ou bien pourchasser au Mali, trouver refuge au Niger ou au Burkina Faso, ou bien en Mauritanie, et vice-versa. Donc c'est simplement qu'il faut une stratégie globale qui dépasse le G5 Sahel, mais qui concerne tout le monde, et il faudrait des cadres de concertation qui permettront d'abord l'échange de renseignements, mais aussi l'échange ou bien la coopération sur le terrain, et surtout la coopération en termes d'intervention. Alors, Bakary Sam, une stratégie globale, on a remarqué en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'échanges de coopération sur les renseignements avec des pays africains, certains qui devraient faire partie du G5 et qui n'ont pas été cooptés. Alors, des pays comme le Maroc qui ont des pays, meilleurs pays, si j'allais dire, en renseignement, qui a même alerté la France sur les attentats en France. Aujourd'hui, comment expliquez-vous ce projet du G5 Sahel? Il ne serait pas handicapant en écartant certains pays tels que le Sénégal, le Maroc et d'autres pays? Et l'Algérie, bien entendu. Parce que le premier paradoxe, c'est comment gérer le G5 Sahel en négligeant le pays stratégique que ces pays-là ont sur la région qu'on est censé défendre. Mais je crois que le Maroc pourrait apporter une bonne valeur ajoutée, mais je pense que le rôle du Maroc, c'est plutôt dans la question de la prévention et de la production de contre-discours à la radicalisation avec un modèle d'islam modéré sur le soufisme sunnite, le dogme acharite, etc. et le fiqh malikite qu'il partage avec tous les pays. D'ailleurs, ce qui encourage la formation des imams, le travail en amont de prévention. Je pense que sur ce plan, le Maroc pourrait apporter quelque chose. Mais aussi sur le plan militaire, avec l'expérience de ce pays qui a formé pas mal d'officiers africains, je pense qu'il aurait aussi quelque chose à apporter dans ce combat global. En parlant de stratégie globale. Maintenant, il faudrait que les pays partenaires de nos États évitent un conflit de perception du conflit. C'est-à-dire que si les populations elles-mêmes commencent à sentir que ce G5 Sahel-là, c'est un prolongement des forces occidentales, c'est une bataille par procuration pour des intérêts stratégiques, je pense qu'on partira avec un lourd handicap parce que dans cette guerre-là, il faudrait que les populations locales aussi puissent adhérer pour que véritablement qu'il y ait une efficience, une efficacité du combat que les soldats vont mener sur le terrain. Maintenant, je crois qu'en termes de renseignement, la coopération quand même, dans le cadre du processus de Nouakchott, s'est bien enclenchée depuis la déclaration de Niamey en mai 2015 et la mise en place à Nouakchott de la cellule de lutte et de prévention de la radicalisation. Il y a des choses qui fonctionnent. Je pense qu'il faudrait encore les coordonner et rationaliser la part et la participation des partenaires étrangers pour que véritablement cette bataille-là puisse se gagner, mais
que cette bataille contre le terrorisme ne perde pas non plus sa crédibilité. Alors, Madame, vous l'avez dit, c'est vrai que la question de la sécurité transcende un peu les clivages politiques, la responsabilisation de la population. Bakary Samb l'a dit, aujourd'hui on assiste sur le terrain à d'autres forces qui sont sur place. Alors, ce n'est pas un paradoxe, il y a la MINUSMA, il y a la force conjointe du G5 Sahel. Comment coordonner ces deux forces qui ont le même objectif de lutter contre le terrorisme? Bon, enfin, je ne vais pas faire l'injure aux militaires ou bien même aux politiques en considérant pas un seul instant qu'il n'y a pas eu la coordination ou bien que les gens ne se soient pas entendus sur ce qu'il faut faire et peut-être se répartir les rôles ou bien peut-être s'engager dans une dynamique de le faire ensemble. Je ne sais pas ce qui a été retenu de ce côté-là, mais on peut aller avec une présomption que cela a certainement dû être fait. Maintenant, je voudrais insister sur une question soulevée par le professeur Samb. C'est la question un peu aussi de la réponse par rapport au travail de prévention. Il est important. Aujourd'hui, prenez par exemple la façon dont l'islam est vécu dans nos sociétés. Il n'y a pas de formation pour les imams dans les pays du G5 Sahel, ni au Sénégal. Les gens se lèvent et s'improvisent imams et font des prêches dans les mosquées et parfois peuvent, dans les prêches, peuvent verser dans des dérives ou bien peut-être peuvent colporter des situations ou peut-être peuvent être des vecteurs de propagande ou d'une idéologie dont on ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants. Donc la question est importante. Un pays comme le Maroc, comme l'a dit le professeur Samb, peut aider à cela. Il faut une volonté politique pour cela. Il faut une organisation pour cela. Il faudrait que les gens puissent accéder à ce niveau d'information. Ce n'est pas pour rien, par exemple, que la formation des imams, par exemple, en France même, les gens pensent de plus en plus avoir une collaboration avec le Maroc dans ce sens-là. Nous avons ici des instituts de formation que je peux dire comme qui n'ont peut-être pas une formalisation. Et je pense qu'il faut participer à régler cette question-là de la religion pour savoir qui parle au nom de la religion, comment il parle au nom de la religion et quels sont les, disons, les mots employés et quel est l'objectif ou bien les prêches utilisés au nom de la religion. Et je crois qu'à partir de cet instant-là, ça peut aider à régler plus ou moins cette question de la radicalisation des jeunes gens qu'on observe de plus en plus parce qu'ils sont réceptifs à un discours qui n'est peut-être pas le plus pertinent ou bien qui ne devrait peut-être pas être le plus indiqué. Alors, quelle devrait être la posture du Sénégal en dehors du G5 Sahel dans une dynamique de lutte contre ce phénomène? La posture du Sénégal, je pense que le Sénégal s'est vu, de mon point de vue, exclu malgré lui du G5, en tout cas n'a pas été associé au G5, bien que le Sénégal peut-être pouvait revendiquer pouvoir être dans le Sahel, mais aussi pouvoir participer à cette dynamique de lutte contre le terrorisme ou bien contre toutes les situations d'insécurité. Le Sénégal ne peut pas se tourner le dos au G5 Sahel. Le Sénégal est condamné à collaborer avec le G5 Sahel. Déjà qu'il y a des troupes sénégalaises qui sont présentes au Mali. Ces troupes seront d'une façon ou d'une autre impliquées dans un combat quelconque mené par des troupes de la MINUSMA ou bien par les troupes du G5 Sahel. Forcément, les autres troupes sénégalaises seront appliquées, seront amenées. Le Sénégal aussi a élaboré des corps expéditionnaires qui sont là et qui peuvent être projetés dans des zones d'opération. Ces gens-là seront mis à contribution, que ce soit sous le drapeau du G5 Sahel ou bien sous le drapeau de la MINUSMA ou sous même une autre forme quelconque de coopération ou de collaboration militaire. Le Sénégal est appelé à jouer son rôle. Le Sénégal est appelé aussi à jouer son rôle en termes de renseignement, d'échange de renseignements. Le Sénégal aussi est appelé à jouer son rôle dans le cadre du plaidoyer politique pour pouvoir faire en sorte que la question du terrorisme soit indiquée dans le Sahel. Parce qu'aujourd'hui, si le terrorisme déborde les frontières du Mali, déborde les frontières du Niger, déborde les frontières du Burkina Faso, déborde les frontières de la Mauritanie, déborde les frontières du Tchad, les terroristes seront obligés d'être au Sénégal. Qui nous dit que les terroristes ne sont pas encore ici? Donc il faudrait certainement faire en sorte que s'il y a des cellules dormantes au Sénégal, que si jamais ces cellules se réveillent, que le Sénégal puisse apporter la réponse et que le Sénégal puisse détenir l'information. C'est parce qu'il y a une collaboration d'information que les gens ont été arrêtés à la frontière avec la Mauritanie et qui avaient des projets d'attentat au Sénégal. C'est parce qu'il y a une chaîne d'information que certains foyers terroristes ont été tués dans l'œuf au Sénégal. Aujourd'hui, il y a des dizaines de personnes qui sont en prison au Sénégal. Peut-être que la presse n'est pas toujours informée. C'est parce que le renseignement a fonctionné avec une collaboration avec les services occidentaux, mais aussi avec les services africains de renseignement qui ont fait que le Sénégal a pu être au courant, être alerté et agir avant que l'irréparable ne soit produit.
Le Sénégal condamné à collaborer avec le G5 Sahel, quand même qu'il n'est pas membre des pays qui composent cette force multinationale. Aujourd'hui, quelle forme de collaboration pensez-vous que le Sénégal doit asseoir pour participer de façon efficace et durable à la lutte contre ce phénomène? D'abord, une précision sur la question de la coordination. Je pense que la MINUSMA est bien présente au Mali, mais ses mandats ne lui permettent pas parfois d'aller au-delà de certaines formes d'intervention. Donc la force du G5 Sahel vient quand même en complément. Aujourd'hui, le Sénégal n'est pas absent de ce terrain de lutte contre le terrorisme. Le Sénégal, aujourd'hui, détient le contingent le plus important, notamment dans la région de Mopti, et commence à être l'un des pays les plus grands contributeurs de la MINUSMA, etc. Donc, et je pense qu'en termes d'adaptation par rapport à la menace, le Sénégal pourrait bien servir, surtout dans le cadre de ce besoin de projection de forces rapides en cas d'intervention. Mais il est vrai que ce pays doit renforcer sa coopération avec les pays du G5 Sahel, penser à la question de la transfrontalité, parce que c'est une nouvelle forme de guerre, une guerre asymétrique, comme on nous dit, où avant, quand il y avait une guerre, il y avait un front et un ennemi, victoire ou défaite à la fin. Aujourd'hui, l'ennemi est insaisissable, invisible, et peut-être déjà à l'intérieur, et qu'il n'y a pas de front. Donc dans un tel contexte incertain, je crois que la coopération pour le renseignement, la coopération aussi pour la mutualisation des moyens militaires, je parle beaucoup plus de mutualisation, parce que le Tchad est bien spécialisé dans certaines formes de combat. Le Sénégal peut apporter quelque chose, et je crois quand même, qu'on le disait, le Maroc, qui peut-être va être futur membre de la CEDEAO, peut apporter une expérience à ce combat, à cette lutte qui doit être la plus globale possible. Alors, une autre question, une dernière question avant de clore cette émission. La question du financement qui peine encore à être bouclée. Aujourd'hui, la sécurité qui relève d'une question de souveraineté nationale. Ces pays qui peinent à boucler le financement requis pour faire face à ce phénomène, comment vous l'appréciez? Il faut avoir les moyens de sa politique. À défaut, on peut se faire dicter une partie de sa politique. C'est tout à fait simple. Ces pays-là sont dans d'autres logiques. Il y a des logiques de rivalité dans le Golfe sur lesquelles je ne reviendrai pas. Mais il y a aussi des logiques de présence et d'affirmation militaire pour certains pays occidentaux. Eh bien, je pense dans ce contexte-là, en partant d'un certain nombre d'intérêts géostratégiques, on ne peut pas on ne peut pas se passer de l'apport des autres pays-là. Mais encore une fois, ce que j'ai dit, le financement est important, mais la mutualisation est très importante. Je crois que le Sénégal a initié des mesures similaires avec ce qu'on appelle les patrouilles mixtes à la frontière Sénégal-Mali. Des choses comme ça pourraient être multipliées, aussi bien à la frontière nord, mais aussi ce qui est en train de se passer entre le Niger, quand vous allez dans la région de Tazalit, de Bani Bongo, etc., qui partagent la frontière avec le Mali, avec les incursions du Moujao. Là aussi, il y a des choses à faire en termes de mutualisation des forces. Et puis, n'oublions pas aussi un phénomène très important. Le Tchad est aussi bien concerné par ce qui se passe dans le Sahel avec des groupes comme AQMI, Al-Morabit, etc., mais aussi sur son autre front avec le groupe Boko Haram qui n'a pas encore dit son dernier mot. Alors, Madiambal, juste une dernière question relative au financement du G5 Sahel qui peine à être bouclé, même si la France, un des bailleurs, a donc annoncé ou a débloqué une manne financière pour venir en aide à cette force multinationale. Aujourd'hui, quelle réflexion cette question de financement vous inspire? Bon, de toute façon, le financement, il faut l'assurer pour pouvoir permettre aux troupes d'être opérationnelles sur le terrain. Comment trouver le financement? Nous connaissons la réalité de nos pays. Nos pays n'ont pas les moyens de financer une telle opération. C'est pour ça qu'ils ont demandé l'aide de certains pays amis, notamment l'aide de la France, qui a aussi intercédé auprès de l'Arabie Saoudite, parce que si l'Arabie Saoudite a accepté de donner aussi facilement un chèque de plus de 100 millions de dollars ou d'euros, c'est parce que la France le lui a demandé. Donc je pense que c'était nécessaire. Autrement, le G5 ne pouvait pas être mis en place, ne pouvait pas être opérationnel pendant tout ce temps-là. On a beau réfléchir, on a beau discuter, on a beau élaborer des stratégies, mais s'il n'y avait pas les moyens de financer l'opération, ça ne serait jamais fait. Maintenant, il y avait un budget de 400 millions d'euros. Il est exagéré ou il est raisonnable, je ne sais pas trop. Pratiquement, les 60% sont couverts à la date d'aujourd'hui. Ça donne les moyens de pouvoir être sur le terrain. La suite du financement dépendra des résultats qui seront engendrés sur le terrain. Quand les gens trouveront de l'intérêt à continuer à mettre la main à la poche pour financer cette opération-là, ils le feront. Mais quand le G5 Sahel l'argent ne permettra qu'à payer des généraux ou bien à tenir un train de vie aux troupes, je ne pense pas que les gens auront
accepteront assez facilement de mettre la main à la poche pour financer l'opération. Donc, c'est un enjeu important, le financement, mais aussi, je comprends l'attitude des pays amis des pays du G5 qui ont dit, écoutez, voyons voir ce qui va se passer avant d'aller plus loin dans le soutien avec une telle opération. Merci Madiambal Diagne, président de l'unité internationale de la presse francophone, également administrateur du groupe Avenir Communication. Merci également à Dr Bakary Samb, administrateur et j'allais dire directeur, auteur de l'Islam et diplomatie politique africaine du Maroc, fondateur de l'Observatoire des radicalismes et conflits en Afrique, c'est bien cela. Merci, messieurs, d'avoir été des nôtres. Grand merci également aux équipes techniques et rédactionnelles. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de Médian TV Afrique. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro.